Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 3 janvier et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce premier somnifère de l'année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes malgré le contexte sanitaire et je nous souhaite à tous une nouvelle année pleine de sourires, d'amour et de nuits paisibles. Je vous remercie également pour vos vœux, certains m'ont beaucoup touché, c'est toujours un vrai plaisir pour moi d'enregistrer ce podcast et j'espère continuer à vous endormir aussi longtemps que possible. Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui, lui, a pris une résolution un peu particulière, celle de tout plaquer du jour au lendemain. Sa compagne, ses parents et ses amis. Il les rencontre un à un pour leur annoncer la nouvelle et leur dire adieu à la stupéfaction générale. C'est un récit d'Emmanuel Bove intitulé « L'histoire d'un fou ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour faire le point sur l'année qui vient de s'écouler et accueillir celle que nous démarrons avec sérénité. Si vous aimez ce podcast et qu'il vous aide à trouver le sommeil, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter ou le commenter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit, une très belle année, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. 2021 n'a pas été une année évidente pour beaucoup d'entre nous. Je vous propose ce soir non pas de prendre de nouvelles résolutions, mais simplement de refermer un chapitre, d'accepter les événements que nous avons traversés, de faire la paix avec ce qui s'est passé dans nos vies, et d'accueillir la nouvelle année avec douceur et optimisme. J'aimerais dans un premier temps qu'on commence par se féliciter d'avoir simplement traversé cette année. Il y a eu de nouveaux challenges, des difficultés, des joies, des déceptions, des peines, des espoirs, des inquiétudes. On a laissé de nouvelles personnes entrer dans nos vies, on en a peut-être laissé certaines en sortir, on a fait des erreurs, on a douté, bref, on a vécu et on a fait du mieux que l'on pouvait. Et mine de rien, c'est déjà pas mal. Face à l'absurdité de la vie, je trouve qu'il est important qu'on prenne un moment pour apprécier notre courage, notre résignation. Donc félicitations à nous pour cette nouvelle année que l'on vient de refermer, et bravo à nous d'avoir su composer avec ce qui s'est passé dans nos vies, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou familial. Je vous propose ce soir, dans un premier temps, de revenir sur les aspects positifs de l'année qui vient de s'écouler, et je vous propose ensuite une courte séance de méditation avant de découvrir l'histoire de ce soir. Commencez par vous mettre à l'aise, adoptez une position confortable, et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. On va à présent faire une sorte de rétrospective de l'année qui vient de s'écouler, avec une courte série de questions qui va nous aider à faire le point sur 2021 et une autre qui nous aidera à mieux envisager l'année à venir. J'aimerais, dans un premier temps, que vous vous demandiez quelle est la leçon la plus importante que vous pensez avoir apprise cette année. Ce qui vous a donné le plus de plaisir. Ce dont vous êtes le plus fier. Ce que vous avez appris sur vous-même. Ce pourquoi vous êtes reconnaissant.
la plus belle chose qui vous soit arrivée en 2021. Quels conseils vous vous donneriez pour cette nouvelle année? À présent, je vous propose de répondre à quelques questions en rapport avec l'année à venir. J'aimerais dans un premier temps que vous posiez une intention pour cette nouvelle année. Posez-vous maintenant la question de savoir quels aspects de votre vie vous souhaitez changer. Ce que vous souhaitez apprendre. De quelle manière vous allez prendre soin de vous. Quelles relations vous allez privilégier. Quelles habitudes vous souhaitez adopter. Et enfin, ce que vous souhaitez accomplir cette année. Je vais à présent vous demander de prendre un moment pour vous laisser bercer par votre respiration. Pour observer le poids de votre corps contre le matelas, vos émotions, la température de la pièce, le va-et-vient de votre souffle. Le contact de votre peau avec le drap ou la couverture, et d'être là, sans attente aucune, et de vous autoriser à déconnecter. Notez le moment où vos pensées dérivent, où votre attention se disperse, et revenez simplement à votre corps et à vos sensations. À votre ventre qui monte et qui descend, à votre tête sur l'oreiller, à votre respiration. Et laissez la détente s'installer. Comme d'habitude,
Détendez le point entre vos deux sourcils. Décrispez la mâchoire. Lissez le front. Détendez votre cuir chevelu. Prenez à présent une petite minute pour simplement porter votre attention sur votre respiration, sur votre corps et ce sentiment de sérénité qui s'installe un peu plus à chaque expire. Vos épaules se relâchent. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Cette sensation de détente commence à descendre doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'au bas de votre dos, pour remonter doucement jusqu'à votre ventre, qui monte et qui descend. Au rythme de votre respiration. La détente chemine le long de vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Prenez un moment pour simplement apprécier cette sensation de paix et de légèreté. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Emmanuel Bove, l'histoire d'un fou. Je tiens à dire tout de suite, afin que le lecteur soit à son aise, que je ne suis pas fou. Et si on pouvait prouver quelque chose par des mots, le fait d'affirmer ma lucidité suffirait à montrer que je suis en possession de toute mon intelligence. Je sais bien qu'il m'arrive parfois de passer pour fou. Il est vrai que pour cela il faut si peu de choses. Mais entendons-nous. En effet, je passe souvent pour un fou, mais pas au point que deux personnes s'en fassent part. Je passe pour un fou juste assez pour que quelqu'un le pense sans que son voisin le pense aussi.
Et si je provoque toujours ce soupçon par un geste ou par une question ridicule, je dois dire que je ne manque pas de m'arrêter au moment où je sens que ce soupçon intérieur risquerait de s'extérioriser. Si je fais cela, ce n'est pas pour m'amuser, ni pour me moquer de ceux devant qui je joue cette comédie, ni encore pour me grandir à mes propres yeux par une sorte d'humiliation. Je fais cela simplement, sans penser, justement peut-être parce que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Ce que je viens d'écrire, je l'ai fait, entraîné par le besoin de donner une explication à des actes illogiques. Et quand on éprouve un tel besoin de clarté, je vous assure que l'on n'est pas fou. Voilà. Cela n'a pas d'importance, cela n'a aucun rapport avec l'histoire que l'on va lire. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que je n'ai pas de volonté. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Heureusement qu'au fond je suis bon, que je n'ai aucun penchant mauvais, sans quoi j'aurais certainement mal fini. J'aurais été en prison. J'aurais tué des gens qui ne m'avaient rien fait. C'est très drôle. C'est très drôle parce que vous allez voir avec quelle volonté je viens d'agir. On a pleuré, on m'a supplié, et je n'ai pas failli. C'est de plus en plus drôle. Vraiment, je suis un homme étrange et sympathique à la fois. Je suis un homme qui réussira certainement dans la vie, qui fera de grandes choses. Mais attendez, nous allons procéder par ordre. Celui qui ne met pas d'ordre dans son esprit est perdu. Sans ordre, rien n'est possible. Moi qui suis, d'après ce que l'on prétend, à demi fou, vous allez voir comme je suis raisonnable. Il faut avant tout que l'on sache qui je suis. Je n'ai jamais connu ma mère, j'ai été élevé par mon père, ce qui m'a donné dès mon jeune âge une maturité précoce. On ne peut s'imaginer jusqu'à quel point je suis bon. Ma bonté est si grande que l'on s'est toujours moqué de moi, qu'il m'est arrivé les histoires les plus invraisemblables. Je ne vous dirai pas que je suis incapable de tuer une mouche, car quel est l'homme qui n'a pas des mouvements d'humeur? Ce qui m'attriste, c'est que je n'ai jamais pu donner des exemples de ma bonté. Il me semble que la bonté en exemple, ce n'est déjà plus de la bonté. Mais cela, c'est autre chose. Ne craignez rien, je ne me perdrai pas. L'histoire que l'on va lire, je la raconterai sans m'écarter du sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment je suis bon. Je vous l'assure, je vous le jure. Et ce que je jure est vrai. Je ne suis pas comme certains qui jurent n'importe quoi sur la tête de leurs parents. Je ne peux pas voir souffrir quelqu'un. Par conséquent, il semblerait que je fusse incapable de faire le mal. Eh bien, non. Vous allez être étonné de ce que j'ai fait. Subitement, j'ai trouvé en moi des forces insoupçonnées, ce qui est la marque d'une grande jeunesse, et j'ai plongé dans la plus profonde détresse tous les gens qui m'entouraient, jusqu'à mes parents, jusqu'à celles que j'aime. C'est vrai, j'ai fait cela. Et aujourd'hui que je suis libre, que tout est fini, je me demande si je n'aurai pas de remords. Comment ai-je pu faire cela, moi si bon, moi dont le cœur se répand en larmes à la moindre douleur d'autrui? C'est incompréhensible, et c'est pour cela que j'écris cette histoire. Peut-être se trouvera-t-il quelqu'un pour l'expliquer, pour me plaindre, car il est entendu que les inconnus sont plus près de soi que les amis. Nous allons procéder par ordre, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin que tout le monde puisse comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, il ne s'est rien passé au fond.
Ma pauvre tête me fait mal. Je voudrais que tout le monde comprît tout de suite ce qui bouillonne dans mon cerveau sans que j'aie besoin de l'écrire. Cela simplifierait tout. Que voulez-vous? J'aime ce qui est simple. Dès que je tente de mettre à jour des sentiments compliqués, je m'embrouille et je sens que mon esprit se perd. C'est très drôle, je vois nettement les pensées qui, dans mon esprit, sont au premier plan, mais dès que je veux aller en arrière, je me trouve dans un nuage. Aussi, pour que je puisse terminer cette histoire, je vais la raconter le plus simplement du monde. Ce serait ridicule de commencer ainsi très clairement et de m'embrouiller à la fin sans que le lecteur ait pu comprendre ce que j'ai voulu dire. Ce serait non seulement ridicule, mais je serais perdu à tout jamais à ses yeux. Il vaut bien mieux que j'écrive sagement, en prenant mon temps, et alors on me comprendra et on me donnera raison. On verra que ceux qui ont une mauvaise opinion de moi se sont trompés, et que malgré ce que j'ai fait, je suis un homme raisonnable. Si on en doute, qu'on vienne me le dire. Je ne me fâcherai pas. Je suis assez intelligent pour comprendre que chacun peut avoir raison. Non, je ne me fâcherai pas, je saurai alors qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas normal. Je me soignerai. Je ferai des excursions, je me distrairai, et plus tard, quand je serai bien remis, quand on ne pourra plus dire de mal de moi, je raconterai de nouveau cette histoire. Et cette fois, on sera bien obligé de comprendre ce que j'ai voulu dire. Je vais maintenant commencer ce récit. Attention, soyons sérieux. Je vais commencer. La première chose que je dois dire et qui, à mes yeux, est d'une grande importance, c'est que tout ce que l'on va lire est vrai. Je n'invente rien. Tout cela m'est arrivé hier. J'ai plongé dans la douleur tous ceux qui me connaissent. Et pour la première fois de ma vie, je ne souffre pas. J'ai bien fait d'agir ainsi. Si je n'avais fait de la peine qu'à une seule personne, aujourd'hui je serais malheureux. Mais comme c'est tout le monde qui pleure à cause de moi, je souris. Je suis seul, je ne souffre pas. Tout a été bien calculé. Nous allons voir à présent ce qui va arriver. Je fais appel à toutes mes forces pour rester dans l'état où je me trouve. Je suis très bien. Tout s'est passé comme je le pensais. Je n'ai pas eu à faire face à des circonstances imprévues, ce qui m'eût certainement dérouté. Maintenant, l'ambition de toute ma vie s'est réalisée. Il s'agit de ne pas compromettre mon bonheur par une bêtise. Demain, que va-t-il se passer? Je n'en sais rien. Mais pour le moment, tout est bien. Aussi, ne parlons plus de tout cela, examinons les faits. Hier matin, je me suis éveillé comme d'habitude vers 8 heures. Mes yeux ne furent pas choqués par la position inattendue qu'eussent pu avoir les aiguilles de ma montre. Tout commença donc très bien. Si vous m'aviez vu dans mon lit, vous auriez ri. Je n'ai pas bougé quand je me suis éveillé, je n'ai pas bougé du tout. J'ai regardé le plafond. J'ai refermé les yeux sans raison. Je les ai ouverts de nouveau. Je les ai encore refermés. C'était drôle. Tout cela, ce n'est pas sérieux. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. J'ai fait souffrir ma famille et mes amis. En ce moment, j'écris. Vous voyez bien que j'écris puisque vous me lisez. Eh bien, eux, ils souffrent. Ils souffrent à cause de moi. Mais il ne faut pas que je m'attendrisse, sinon je ne terminerai pas cette histoire, et ce serait dommage. Oui,
Si vous m'aviez vu au lit, vous auriez ri de tout cœur. Si vous aviez vu comme j'étais sérieux en m'éveillant. On aurait dit un savant qui s'éveille. Enfin, je ne veux pas insister là-dessus. Cela ne présente qu'un intérêt secondaire. Ce qui va suivre est beaucoup plus grave. Maintenant, il faut écrire sérieusement. Vous pensez bien que si j'écris en ce moment avec mon mal de tête, c'est que j'ai quelque chose d'important à dire, sans quoi j'irai me promener. Donc, il était 8 heures, j'ai attendu quelques minutes avant de me lever. C'est une chose normale, tout le monde fait comme moi. Je n'ai pas à m'en cacher. Et je me suis habillé. Oui, je me suis habillé. Vous voyez, si j'étais ce que certains pensent, je serais sorti nu. Je me suis habillé lentement, mais je me suis habillé. Je n'étais pas pressé, j'avais toute la journée devant moi. J'ai pris mon petit déjeuner comme d'habitude. J'ai mis mon chapeau et je suis sorti. Maintenant, attention, nous approchons de la chose grave, très grave. Il faut cesser complètement de sourire. Ne croyez pas que cela me gêne quand l'on sourit, quand je parle sérieusement. Cela m'est bien égal. Mais ici, je vous demande humblement de ne pas sourire. C'est trop grave. Attention, lecteur, lisez ces lignes tout seul. Il faut qu'il n'y ait personne autour de vous. Moi, je suis seul aussi. Nous sommes seuls tous les deux. Faites attention, fermez la porte à clé. La mienne est déjà fermée. Vous allez voir ce qui s'est passé. Chut, écoutez bien. Ne vous levez pas, ne bougez pas. Voilà. J'ai été chez mon père. On m'a laissé entrer dans sa chambre à coucher parce que je suis son fils. Chut. Attention, vous allez voir. Je suis entré dans la chambre, alors j'ai vu mon père en manche de chemise. Il est très laid ainsi. Je ne peux pas le voir. Mon père, il faut qu'il soit habillé, sans quoi je suis gêné. Père. Il s'est retourné. Il a une grande barbe noire et il n'a presque pas de cheveux. Il était étonné. Il ne savait pas pourquoi je venais. Il ne se doutait de rien. Il ne savait pas ce que j'allais lui dire. Moi, je le savais. Dans mon esprit, tout était bien préparé. Rien n'eût pu me faire changer, même son étonnement. Rien. J'étais décidé. Et il allait savoir, et il ne savait pas encore, mon pauvre père. Père. Mais que veux-tu? Ne croyez pas que je me sois mis à rire, non, je ne suis pas comme cela. Je venais pour une chose sérieuse, il fallait donc que je me tinsse correctement devant lui. Père, il est nécessaire que je te dise quelque chose. Dis. Attention, vous allez voir ce que j'ai dit. C'est pourtant vrai, je l'ai dit. Je l'ai dit d'une voix ferme. J'aurais pu faiblir au dernier moment. Eh bien non. C'est fini les faiblesses. J'en ai assez de toujours changer d'avis devant quelqu'un. Je veux être moi-même. Après tout, je suis un homme. C'est bon quand on est enfant d'obéir. Tout est changé. La vie est devant moi. Vous allez voir tout de suite que je ne mens pas, que je suis capable moi aussi de grandes actions. On ne pourra plus dire que je n'ai pas de volonté. Mais dis donc ce que tu as à me dire.
Je ne veux plus te voir, père. Tu ne veux plus me voir? Oui, j'ai décidé cela. Tu es fou? Non, je ne suis pas fou. Si j'étais fou, je le saurais et je n'aurais pas pris une telle décision. Qu'est-ce que tu as, mon fils? Tu es malade? Non, je ne veux plus te voir. Mais qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas dormi, tu perds la tête? C'est décidé. Je vais te faire enfermer. J'ai 21 ans, je suis libre de mes actes. Enfin, explique-toi. Pourquoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne plus me voir? Oui. Tu n'as aucune raison. Tu es libre. Tu viens ici quand tu veux. Et je suis sorti tout doucement sans répondre aux questions que mon père me posait. Il continuait de parler que j'étais déjà dehors. Je l'entendais à travers la porte. J'ai tort de rire, ce qu'il doit souffrir, mon père. Pauvre père, je t'aimais tant. Toi seul avais pour moi de la tendresse. Pauvre père, maintenant, tu n'as plus de fils. Et moi, je suis là dans cette chambre fermée, et tu n'as plus d'enfant, toi qui pensais que je serais à tes côtés pour égayer tes vieux jours. Mon sourire ne réchauffera pas ton cœur vieilli. Le nom que tu portes et dont tu es si fier va mourir avec toi. Tu ne connaîtras pas le bonheur de recevoir ton enfant dans ta retraite solitaire. Au moment où tu pensais vivre enfin des jours de paix, au moment où il te semblait que les rigueurs de la vie s'écartaient de toi afin de te laisser retrouver l'âme enfantine que l'homme doit avoir pour mourir sans souffrance, je t'ai de nouveau plongé dans la douleur. Adieu, pauvre père, n'en veux pas à ton fils, il a fait ce qu'il devait faire. Mais cette histoire n'est pas finie. J'ai une amie que j'aime plus que tout au monde. Elle est belle, plus belle que toutes les femmes puisque je l'aime. Je ne reste pas une minute sans penser à elle. Je l'aime tant que loin d'elle, il me semble toujours que je n'ai pas été aussi gentil que je le devais. Maintenant, comme mon père, elle souffre. Je suis certain qu'elle souffre, ma Monique adorée. Je suis allé chez elle. Monique est la seule femme que j'ai aimée avec passion. Monique est blonde, elle a les yeux bleus et la peau si fine que le moindre choc la marque. Monique, je ne te verrai plus. Pauvre Monique, comme tu vas souffrir, toi qui n'eusses dû jamais connaître les laideurs de la vie. Tu as 20 ans et déjà tu as perdu tes illusions. Tu étais faite pour traverser l'existence dans un rayonnement de bonheur. Et moi, lâchement, je n'ai plus voulu te voir. Monique, ne me pardonne pas. Avec mon souvenir, tu vivras encore des heures heureuses. Tu penseras à mes propos enfantins. Ils ne te feront plus rire comme jadis, mais ils te rappelleront tant d'instants délicieux. Je suis allé chez Monique. Mon cœur battait avant de frapper à sa porte. Elle dormait quand je suis entré dans sa chambre. Je l'ai vue, demi-nue, dans le lit. Je l'ai regardée longuement avant de l'éveiller. Vous ne savez pas pourquoi je l'ai regardée. C'était pour qu'elle fût confuse quand je le lui dirai. Oui, je l'ai regardée longuement. Elle est si jeune, si saine, que le sommeil la repose. Ce n'était pas quelqu'un qui avait dormi qui se trouvait devant moi, c'était une jeune femme vraiment prête à revivre jusqu'au soir. Je me suis approché du lit et je l'ai éveillée avec la douceur de ceux qui sont depuis longtemps près de quelqu'un qui dort. Elle a ouvert ses yeux
et tout de suite le bleu des prunelles m'a ébloui. Elle a allongé un bras de chair rose au-dessus de sa tête bouclée, un bras adorable, un bras qui montait de l'épaule à la main sans se plier au coude. Elle a levé un genou sous les draps, et cela ne gênait pas parce que ses jambes ne sont pas longues. Puis elle a tourné la tête vers moi. Un sourire d'amour passa sur son visage encore chaud de rêves légers. Elle ne se doutait pas, la pauvre Monique, de ce que je venais lui dire. Elle pensait que j'allais me coucher près d'elle, l'embrasser, lui dire de me faire des grimaces pour rire. Non, je ne suis pas comme cela. Quand j'ai décidé quelque chose, je ne recule plus. Il faudrait n'avoir aucune volonté pour s'imposer une tâche et ne pas la faire. Il faudrait être un homme sans énergie. Je ne suis pas comme cela. Vous allez voir ce que j'ai dit exactement à ma Monique adorée, ce que j'avais décidé de lui dire. Je n'ai même pas faibli à un moment quelconque. J'aurais pu pourtant m'attendrir. Je ne suis pas sans cœur. Quand on pleure devant moi, eh bien, cela m'émeut. Non, j'ai résisté. Je veux montrer une fois pour toutes qui je suis. Monique. Fernand. Ici, attention, je vais vous introduire dans le fond de moi-même. Vous allez comprendre. Écoutez bien. J'aime Monique. Elle m'aime. Écoute, Monique. Il faut que je te quitte. Où vas-tu? Je te quitte pour toujours. Monique s'assit sur le lit. Pour la première fois, elle me regarda dans les yeux. Mais elle n'y lisait rien parce que mes yeux ne me trahissent pas. Les yeux, c'est comme le nez, ils sont toujours les mêmes. Tu es fou, Fernand? Je ne suis pas fou. Mais où vas-tu? Je te quitte pour toujours. Alors, quittant le lit, elle m'enlaça. Fernand, tu es fou. Qu'as-tu? Tu sais bien que je t'aime, que je n'aime que toi. As-tu quelque chose à me reprocher? Dis-le-moi au moins que je puisse me défendre. C'est à ce moment qu'il eût fallu m'observer. J'étais absolument calme devant l'immense douleur de celle que j'aime. Je ne bougeais pas. Elle avait beau me supplier de parler, je ne disais rien. Ah, j'étais bien le même que dans la vie quotidienne. C'est surtout à cela que l'on reconnaît les grands hommes. Les grands événements n'ont pas de prise sur eux. Ils sont toujours les mêmes. J'avais une maîtrise folle de moi. J'étais peut-être pâle, mais il faut si peu de choses pour le devenir. Fernand, tu sais bien que je t'adore. Je le sais, ai-je dit avec un sourire voulu. Comment, Fernand? Me soupçonnerais-tu de quelque chose? Je n'aime que toi, tu es le plus beau pour moi. Pauvre Monique. Mais je n'ai pas faibli une seconde. Je sais trop que si je t'avais simplement consolé, j'aurais perdu mon assurance. Il fallait absolument que je demeurasse sans pitié. Fernand, je ne peux pas le croire. Tu dis cela pour plaisanter. Je ne plaisante pas. Alors je ne comprends plus. Tu ne m'aimes donc pas beaucoup. Si, je t'aime. Je ne comprends pas. C'est peut-être à cause d'André, mais tu sais bien que je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Adieu, Monique, courage. Il faut savoir être grand dans le malheur. Et je suis parti.
J'ai fermé la porte tout doucement pour ne pas que ma chérie pensât que j'étais fâché. Je suis parti. Oui, je suis parti. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Et dire que je pensais que quitter quelqu'un c'était impossible. Mais non, c'est très simple. Il suffit de ne pas se laisser attendrir. Je sais que l'on n'arrive pas du jour au lendemain à acquérir une froideur assez grande. Mais à la longue, on y parvient. Vous voyez bien qu'au fond, cela n'a pas été si terrible. Je n'ai épargné personne. En quittant ma Monique aimée, je me suis rendu chez mon ami Léon. Il n'était pas là. Je me suis assis à sa table de travail, j'ai pris une feuille de papier et je lui ai écrit. Mon seul ami, j'aurais voulu te voir une dernière fois. On ne l'a pas voulu. C'est triste, parce que je te quitte pour toujours. Adieu, Léon. Tu suivras désormais un chemin différent du mien. Ainsi l'aura voulu la destinée. Mais sache que dans les heures difficiles, je penserai à toi avec tout mon cœur. De notre amitié qui fut parfaite, je garderai toujours le souvenir. Elle sera la compagne invisible de ma vie. C'est vers elle que je me tournerai quand je serai dans la peine. C'est à elle que je demanderai conseil. Mon seul ami, tu es mon seul ami. Les attentions que tu avais pour moi n'étaient pas trop délicates. Elles étaient ce qu'elles devaient être d'homme à homme. Mais elles m'étaient plus douces que les attentions compliquées de l'amour. Tu es mon seul ami et tu le resteras dans ma mémoire. Je sais que tu vas souffrir de mon abandon, mais pense que c'était nécessaire. J'ai voulu, je ne sais pas encore pourquoi, être seul au monde. Cela n'ira pas sans faire souffrir ceux qui m'aiment, je te supplie de m'oublier. Cela te sera difficile, on ne peut pas oublier ceux que l'on aime. Ils restent dans notre souvenir toujours aussi vivants et ceux qui leur succèdent ne les chassent point. L'amour ne meurt pas. Les années n'ont pas de prise sur lui. Surtout, Léon, ne m'en veux pas de briser ta vie. Il aurait mieux valu que tu ne me connusses jamais. Tu aurais été heureux. L'avenir te souriait, et maintenant, à cause de moi, tu perds tout. Pauvre ami, comme je te plains, te voilà privé de toute joie. Et si une dernière parole peut te consoler, laisse-moi te dire que, comme toi, je suis seul. Adieu, Léon, courage. Signé Fernand. Et voilà ce que j'ai écrit. Jamais je n'aurais pu lui dire tout cela, il vaut bien mieux qu'il n'ait pas été là. J'ai laissé la lettre sur sa table. Quand il rentrera, il la trouvera. Avant de l'ouvrir, il se demandera qui peut bien lui écrire. Il lira. J'ai été aussi rendre visite à ma sœur qui vient de se marier avec un homme de grand mérite, qui, il est vrai, ne m'aime pas beaucoup, mais qui malgré tout a toujours conservé vis-à-vis de moi une attitude correcte. Ma sœur souffrait même un peu de cet état des choses. Je sentais bien qu'elle eût souhaité que son mari et moi fussions de bons amis. Hier, dans l'après-midi, j'ai été chez eux. On m'a reçu d'ailleurs très aimablement. On m'a fait une fête. Pauvres jeunes époux, si vous aviez su ce que je venais vous annoncer, vous n'eussiez certainement pas été si gai. Je suis entré chez eux comme d'habitude avec une certaine liberté et je me suis assis. On m'a posé de nombreuses questions auxquelles j'ai répondu avec calme. Monsieur Laloze, qui est le mari de ma sœur,
s'est approché de moi et la main sur mon épaule, il m'a parlé de mon avenir. Il m'a dit que j'étais si sérieux, travailleur, honnête, et que je me ferais une très belle situation. Il m'a conseillé de me méfier de certains de mes camarades, et avec beaucoup de délicatesse, il m'a laissé entendre que Monique n'était pas tout à fait la femme capable de me comprendre et de m'apprécier. Ensuite, nous avons parlé de mon père. Je dois dire tout de suite que M. Laloze a fait preuve d'un certain parti pris. Assez excusable quand on sait que mon père s'est opposé à son mariage avec ma sœur. Néanmoins, il a vanté les qualités de mon père, ce qui prouve que M. Laloze est large d'idées, indulgent et peu rancunier. Quant à ma sœur, qui est mon aînée, elle assistait à cet entretien sans paraître gênée devant moi de l'empire que son mari avait sur elle. J'écoutais tout ce que l'on me disait avec attention, et quand parfois je voulais donner mon avis, si M. Laloze continuait de parler, je n'insistais pas pour qu'il m'écoutât. Comme il terminait de m'entretenir de l'intelligence de mon père, car pendant 1 heure de conversation on peut aborder de nombreux sujets, je lui dis : « Vous savez, je ne veux plus vous voir. » Ma sœur ne leva même pas la tête. Elle n'avait sans doute pas entendu, et M. Laloze me regarda sans aucune stupéfaction. « Vous savez, je ne veux plus vous voir, » dis-je de nouveau, en m'efforçant de donner à cette phrase, pour qu'elle ne parût pas trop incompréhensible, le ton de la conversation qui avait précédé. Mais ce fut justement ce ton qui fit, je crois, que M. Laloze sembla ne pas comprendre encore ce que je voulais dire. Vous savez, M. Laloze, je ne veux plus vous voir, ni vous, ni ma sœur. Mon beau-frère, dont c'est l'habitude de me regarder dans les yeux pour me montrer qu'il me regardait vraiment, tourna légèrement la tête sans que son regard me quittât. « Oui, je ne veux plus vous voir. » Ma sœur, qui avait sans doute entendu ce que je venais de dire, se leva et, s'approchant de son mari, lui demanda : « Que dit Fernand ? » C'est une manie de sœurs mariées que de vouloir tout apprendre de la bouche de leur mari. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Il me semble que ton frère dit qu'il ne veut plus nous voir. Tu as dit cela, Fernand ? Oui. Mais pourquoi ? C'est une idée. Tu ne penses donc pas à la peine que tu vas nous faire ? C'est vrai, pauvres jeunes époux. Vous étiez heureux tous deux d'être côte à côte dans la vie, et moi je suis venu ternir votre bonheur. Qu'allez-vous devenir maintenant ? Votre vie, qui s'annonçait pleine de joie future, est brisée. Sans moi, vous auriez eu des enfants, vous les auriez vus grandir, vous les auriez aimés. Plus tard, quand vous seriez devenu vieux, ces enfants vous eussent apporté la gaieté au foyer, tandis qu'à présent, à cause de moi, vous vivez dans la tristesse. Pauvres jeunes époux, ayez du courage. Fernand, tu ne feras pas cela, dit M. Laloze avec un sourire si triste. J'aime les sourires tristes de mon beau-frère. Ils donnent à son visage une expression douloureuse mêlée d'amertume. Pauvre sœur, pauvre beau-frère, je ne vous verrai plus. Je vous plains de toutes mes forces. Parle donc, Fernand, dit ma sœur en tenant son mari par le bras. Oui, je vais parler. Je suis venu vous voir une dernière fois, vous dire adieu. M. Laloze se pencha vers ma sœur et lui dit à voix basse :
Laisse-le. À son âge, on sait ce que l'on fait. Pauvre monsieur Laloze, il ne savait pas combien définitive était ma décision. Il pensait que demain je reviendrais. Il ne voulait pas croire que je l'ai quitté, lui et ma sœur, pour toujours, que c'était la dernière fois que nous nous voyions. Et je suis parti. Ma sœur m'a appelé dans l'escalier. Je ne suis pas revenu sur mes pas. Je me suis rendu dans un jardin ombragé. Je ne sais rien de plus délicieux que la promenade que je fis. Le soleil versait ses doux rayons sur les plantes, ses rayons droits dans la poussière des cerceaux d'enfants. Il était à peine déformé derrière sa propre chaleur. Il se tenait dans le ciel sans aucun système. Tout était calme. Le garde fit une observation à un enfant qui lançait des pierres blanches. Il avait un uniforme. Comme c'est charmant, les uniformes dans les jardins. Ils ont là autour d'eux tout l'espace. Et les statues. Pourquoi ont-elles un piédestal? Pourquoi leurs pieds nus ne reposent-ils pas sur l'herbe? Je m'assis sur une chaise. J'étais content. Enfin, j'étais arrivé à ce que je voulais alors que j'eusse pu faiblir. Vous voyez bien que je ne suis pas si faible qu'on le prétend. J'ai quand même de la volonté. Il est des gens qui se laissent aller, qui sont veules, que les événements influencent. Ils sont à la merci de tout le monde. Moi, non. J'ai beaucoup de volonté quand je veux. Il suffit que je veuille, alors que les autres, même en voulant, n'ont aucune volonté. Pour faire ce que j'ai fait, il faut avoir du courage. Ce n'est pas un monsieur quelconque qui plongera dans la douleur les êtres qui lui sont chers et qui trouvera la force de vivre comme je suis décidé à le faire, sans amis. Et ce qu'il y a de plus drôle, c'est que j'ai raison. Certainement j'ai raison. Ce que j'ai fait a un sens, sans quoi je ne l'eusse pas fait. Ils souffrent tous maintenant. Il y a longtemps que je voulais faire ça. Jusqu'à présent, je n'avais pas osé. Et vous, lecteur, vous pensez peut-être que tout cela n'est pas très logique, hein? Est-ce que vous le pensez? Non, vous trouvez cela très clair. Vous comprenez bien ce que j'ai voulu dire. J'ai quitté mes parents, la femme que j'aime, mes amis. Cela se comprend. S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, je peux faire mieux. Non, ce n'est pas la peine que je fasse mieux. Tout le monde a compris. Ah, oui, quelque chose vient de m'apparaître. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que ce que j'ai fait n'est pas extraordinaire, que ce n'était pas difficile. Oui, je suis certain que vous le pensez. Vous ne me connaissez pas aussi. Je suis assez intelligent pour me rendre compte que beaucoup pourraient faire ce que j'ai fait. Je sens que vous ne m'admirez pas, hein? Est-ce que je me trompe? J'ai une idée. Demain matin, je vais l'exécuter. Alors là, vous serez obligé de comprendre. Surtout, n'en parlez pas. Il faut que cela reste secret afin que personne puisse me gêner. J'ai mon idée. Tout se passera certainement comme je le pense. Et demain, je vous raconterai ce que j'ai fait.
Bonne nuit. Bonne nuit.